Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Et si toutes les prophéties autoréalisatrices sur la victoire inéluctable de l'extrême droite en France et le triomphe d'une sorte de néofascisme en Europe n'étaient que des leurres? Et si la gauche de gauche, seul pôle politique qui s'oppose à ce qu'on appelait jadis la lepénisation des esprits, s'y prenait finalement un peu mal? Et si l'antidote contre le capitalisme qui détruit la planète et contre les fausses bonnes idées du Rassemblement national était l'émancipation, mais la vraie émancipation des vrais producteurs de richesse, c'est-à-dire des travailleuses et des travailleurs. C'est en tout cas ainsi que j'ai compris la thèse que portent l'économiste Bernard Friot et le philosophe Bernard Vasseur dans leur tout nouvel ouvrage « Le communisme qui vient ». En gros, au lieu de se diviser sur les miettes qui leur sont concédées, les travailleurs et les travailleuses devraient pouvoir se réapproprier les outils de production qui n'ont, dans le fond, besoin ni de prêteurs, ni d'investisseurs, donc ni de patrons, pour fonctionner. Bernard Friot et Bernard Vasseur explorent également ce qu'ils appellent le déjà-là communiste, c'est-à-dire des initiatives de production totalement affranchies de ce qu'ils appellent la religion capitaliste. Bonjour Bernard, bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, il faut quand même beaucoup de culot pour écrire un livre dénommé Le communisme qui vient dans la France de 2024, après des législatives anticipées construites par l'extrême centre macroniste pour donner le pouvoir à l'extrême droite. Bernard Vasseur, il faut avoir un peu de culot et peut-être un sacré optimisme. Non, évidemment, le titre est une provocation. Ce qui nous préoccupe, c'est évidemment la venue annoncée du Rassemblement national, les milieux dirigeants étant prêts à s'allier avec lui. Mais nous, ce que nous voulons dire, c'est en effet, comme vous l'avez dit, que peut-être qu'on se bat mal parce que quand même, le Rassemblement national, il a commencé, moi j'en ai entendu parler pour la première fois en 1982, sous Mitterrand, il faisait 1%, 2%, 3%, et là, il n'arrête pas de monter. Alors ça veut dire que ce qu'on lui oppose, la gauche de gauche, comme vous dites, ça veut dire que ça ne marche pas. Et c'est ce que nous essayons de comprendre et d'expliquer dans notre bouquin en disant oui. Pour que le Rassemblement national ne vienne pas, il faut que vienne le communisme. Le communisme au sens de Marx, pas au sens évidemment de l'histoire du XXe siècle en Russie ou de la Chine, mais au sens de ce que Marx l'a défini en disant le communisme, c'est la souveraineté des travailleuses et des travailleurs sur le mode de production, c'est-à-dire sur le travail. Or, on n'en parle jamais. On est obsédé par la conquête de l'État. Les élections présidentielles, aujourd'hui, on voit bien que nous sommes dans une sorte de période d'attente. Nous avons un nouveau Premier ministre qui est sous les fourches caudines du RN, mais dont on nous dit qu'il a un grand avantage, c'est qu'il a 70 ans et qu'il ne sera 113. surtout pas... d'accord, et qui ne sera surtout pas candidat en 2027. Et donc, en attendant, il peut tuer le temps, quoi. Voilà. Et il a un gouvernement de troisième couteau. Personne ne les connaît. Ils seront sans doute contents, en étant ministres, de faire plaisir à leur maman. Ils auront ça dans leur fiche Wikipédia, oui, c'est important. Voilà, oui, fiche Wikipédia. Et en même temps, on voit bien que les grands fauves de la politique sont ailleurs. Le maire du Havre, Gabriel Attal, le gars des lentilles du Puy, Laurent Wauquiez, etc. Bon, tous ces gens-là attendent, et il faut attendre le bon moment pour apparaître en 2027. Et le drame, c'est qu'à gauche, on voit un peu se dessiner aussi ce même émiettement, cette même montée des égos, ce narcissisme qui consiste à dire oui, nous allons prendre le pouvoir d'État et ensuite vous allez voir ce que vous allez voir. Or, nous, ce que nous savons, ce que l'histoire montre et ce que nous savons dans notre bouquin,
c'est que justement, cette vision qui est la vision social-démocrate des choses ne marche pas. Voilà. Alors Bernard, est-ce que nos petits bras peuvent empêcher ce que tout un appareil politique et médiatique attend? Il soupire après l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qui serait finalement le meilleur gage pour unir une partie des classes populaires à la classe dirigeante actuelle et maintenir le système. Est-ce que face à CNews, face au ministre Retailleau, face à tout l'arsenal idéologique qui se met en place, votre alternative peut se faire seulement entendre? Pour qu'elle se fasse entendre, encore faut-il que ce ne soit pas dans ce préau-là que vous venez de présenter que nous jouions. Et qu'on ne passe pas notre temps à commenter pour le critiquer ce que fait Retailleau, en fait, etc. Il faut arrêter de centrer notre souci politique sur ce genre de truc, parce que et là, nous le fondons chez Marx, parce que tout ce que j'ai pu dire, moi, en termes de déjà-là communiste, de conquis alternatifs au communisme dans le capitalisme même, a été largement contesté par des marxologues patentés. Or, précisément, grâce à l'apport de Bernard Vasseur, qui est un lecteur extrêmement assidu, attentif de Marx, nous pouvons fonder chez Marx ce que nous racontons. Et ce que nous racontons, c'est qu'il faut absolument que la gauche de gauche inscrive sa bagarre là où elle doit s'inscrire, c'est-à-dire dans la prise de souveraineté sur le travail, dans les services publics et dans les entreprises. C'est là que les choses se jouent. C'est pas ailleurs. Le Parlement, c'est un lieu où se met en scène la politique. Mais le lieu où la politique se joue, où la lutte de classe se joue, c'est le travail. Et donc, c'est sur les lieux de travail qu'il s'agit d'avancer, en avançant à partir des conquis. Là, on va y revenir, parce que c'est le cœur du bouquin, c'est tous les conquis en la matière sur lesquels on peut nous appuyer pour les actualiser, les généraliser. Et puis, en ne donnant aucune prise à ce qui est le cœur de la thématique du Rassemblement national, c'est-à-dire la méritocratie du travail. La méritocratie de certains travailleurs par rapport à d'autres. Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes des travailleurs, nous sommes des producteurs, et des parasites nous piquent ce que nous produisons. Alors, il y a des parasites d'en haut, la juiverie internationale, ça c'est plus trop à la mode, en tout cas au RN, qui essaye de se sortir de son antisémitisme, enfin, de sa juste réputation d'antisémitisme. Et puis il y a les parasites. Là, elle se concentre sur les parasites d'en bas. Pour se concentrer sur les parasites d'en bas, qui eux sont évidemment eux aussi racisés, comme l'étaient les parasites d'en haut dans la juiverie, sont également racisés. C'est les musulmans issus de notre empire colonial, et c'est toute cette logique coloniale, cette culture coloniale très ancrée dans notre pays, qui n'a pas été du tout critiquée à gauche. Donc sortir de la méritocratie du travail, non pas être fier de gagner sa vie par son travail, en acceptant de faire des boulots avec lesquels on est en désaccord, en acceptant de faire des boulots qui mettent en péril notre survie sur la planète, en acceptant de faire des boulots qui, d'un point de vue anthropologique, sont extrêmement discutables. Donc, non pas être fier de gagner sa vie par son travail, mais être enfin fier de son travail, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on ne le fait que selon sa déontologie. Or, nous avons suffisamment d'outils aujourd'hui pour mettre le débat politique sur ce terrain-là et pas sur un autre. Alors on reviendra sur le déjà-là communiste, sur les outils à notre disposition, mais Bernard Vasseur, votre livre vise à mettre à l'agenda une forme de combat. Dont Bernard Friot a déjà commencé à parler, c'est-à-dire l'auto-affranchissement des producteurs et productrices de richesse. Pour vous, les prêteurs, les banquiers et les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires, sont des parasites, voire des fausses divinités de la religion capitaliste. Alors, dans un monde où la chronique, le journalisme économique tourne autour des investissements et des patrons, comment peut-on imaginer de vivre sans eux et comment est-ce possible?
Eh bien voilà, c'est en effet sur ce... On commence, c'est le chapitre 1 de notre bouquin, par poser cette question. Tous ces personnages qu'on nous présente, que ce que Marx appelait un fétichisme, mais qu'on peut aussi appeler une sorte de religion sans Dieu, religion qui ne Avec porte plusieurs pas... dieux, on va dire. Oui, plusieurs dieux, mais une religion qui ne porte pas sur la vie après la mort, hein. Mais une religion de la vie quotidienne, et qui consiste à présenter comme sacré, comme naturel, comme allant de soi, des réalités qui sont celles avec lesquelles nous vivons. Hein, voilà, c'est-à-dire que, alors, vous avez l'investisseur, vous avez l'entrepreneur. Alors, en gros, pour créer une entreprise, il faut aller à la banque ou aller voir voilà, alors on un raconte investisseur, ça un dans fonds d'investissement, avant d'arriver à la production. Et pour vous, nul n'est besoin de passer par cette étape du prêteur et de l'investisseur pour produire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pour produire? Il faut des travailleurs. Il faut des gens qui travaillent, des travailleurs et des travailleuses, bien entendu, des gens qui travaillent. Et ce que nous voulons mettre en lumière, c'est que ces travailleurs et ces travailleuses, ils sont pas nés aujourd'hui. Ils ont une histoire derrière eux. Et cette histoire, c'est, au fond, il faut renoncer ici à une sorte d'image courante à gauche qui est de dire vous souffrez, le capitalisme fait mal, vous êtes des victimes, ce qui est vrai. Mais vous, autrement dit, le long martyrologe des siècles de gens qui sont toujours vaincus. Or, nous, ce que nous voyons, ce que Bernard Friot a bien montré dans ses bouquins, c'est qu'il y a des défaites, mais il y a aussi des traits marquants, des conquêtes. Et ces conquêtes, il faut les voir pour pouvoir aujourd'hui les utiliser et dire à des gens, par exemple, qui croient que pour travailler, il faut d'abord s'endetter auprès des banques, s'endetter auprès des actionnaires, s'endetter auprès d'investisseurs, etc. Ces croyances-là, si vous voulez, elles n'ont pas de sens. Et elles ont déjà été surmontées, vaincues dans l'histoire du XXe siècle. Lorsque, par exemple, on a fait apparaître cette grande conquête qui est le salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire un salaire qui est lié à votre personne, qui ne peut pas vous être arraché, qui ne dépend pas du marché, donc de la concurrence avec ces migrants-là qui viennent pour nous piquer notre travail. Donc, vous voyez, si vous êtes hors du marché, vous êtes hors de la concurrence, et par conséquent, vous avez du travail, vous êtes reconnu comme un travailleur. Vous voyez, et du même coup, moi, je pense à une formule que Bernard m'a fait découvrir, et qui est celle d'un syndicaliste suisse, Christian Tirfort, et qui dit, mais comment peut-on s'imaginer qu'il y a aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, des gens qui sont sans travail, alors que le travail, nous sommes le travail, les humains sont le travail. Pourquoi y a-t-il du travail sur cette planète? Parce qu'il y a des humains. Et par conséquent, vous voyez, comment peuvent-ils exister sans ce que eux-mêmes font être? Donc c'est cette vérité-là qu'on veut faire entendre, et qui fait dire que oui, faut pas commencer par s'endetter, faut commencer par travailler. Justement, Bernard, il y a des exemples que vous donnez. Vous faites une sorte d'exploration du déjà-là capitaliste, communiste, c'est-à-dire de toutes ces expériences de production réelle qui ne se sont pas adossées sur le capitalisme. Est-ce que vous avez quelques exemples pour qu'on entre un peu, dans le concret de cette... Mais évidemment, on insiste dans le bouquin sur deux de ces réalités. La première, c'est la mise en place de la sécurité sociale du soin à partir des années 57, 58, jusqu'à la fin des années 70. Là, il y a une vingtaine d'années pendant lesquelles notre système de soins se met en place. Il était pratiquement inexistant avant, aussi bien en matière des soins de ville qu'en matière de soins hospitaliers. Et ça s'est mis en place... pas par endettement. Ce qu'on observe dans les années 60 et 70, c'est une forte progression de la partie socialisée du salaire.
le taux de cotisation qui met au numérateur les cotisations employeurs plus salariés, et au dénominateur le salaire brut du salarié. Le taux de cotisation stagne dans les années 50 à 33% du salaire brut. Au début des années 80, il est de 55% du salaire brut, parce qu'il y a eu des bagarres énormes pour la hausse du taux de cotisation. Cette mutation du salaire dans laquelle la part socialisée augmente considérablement, la part directe augmente aussi, mais moins vite que sa part socialisée, cette mutation du salaire font que les caisses de sécurité sociale, et en particulier celles d'assurance maladie, sont extrêmement richement dotées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire avec ce salaire? C'est du salaire. Elles vont l'avancer. L'avance monétaire, toute production suppose une avance monétaire. Mais l'avance monétaire pour produire les CHU, parce qu'il a fallu les construire, ces CHU, pour produire tout le matériel médical, pour former tous ces soignants, pour les payer, bien sûr, cette avance monétaire, c'est le salaire socialisé dans l'assurance maladie. Et donc c'est les citoyens et les citoyennes qui ont construit les CHU et qui ont fabriqué la production de soins telle qu'on la connaît. Mais absolument. Alors, il y a eu aucun appel au marché des capitaux, aucun partenariat public-privé, rien de ce qui accable aujourd'hui le système de santé sous la dette. Mais il n'y a pas eu aussi un appel exclusif au crédit public, à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a eu un appel au crédit public. Donc il y a une part d'endettement qui est demeurée auprès d'un créditeur public, mais ce qui est de plus spectaculaire et de plus nouveau, et c'est ça qu'il faut qu'on généralise pour se sortir de la dette et de la soumission à un prêteur avant même de commencer à travailler, c'est que l'assurance maladie, elle a subventionné l'investissement hospitalier. Et donc les hôpitaux n'avaient pas à rembourser. Et nous avons construit 10% du PIB. La santé, c'est 10% du PIB, les soins. Nous avons construit 10% du PIB sur un mode... C'est encore plus en termes de travailleuses et travailleurs. Alors, en termes de travailleuses et travailleurs, là, nous avons cette généralisation du salaire à la qualification personnelle par l'invention de la fonction publique hospitalière. Donc, on a des travailleurs qui sont libérés du marché du travail, qui sont titulaires de leur salaire, qui n'ont pas à quémander un salaire auprès d'un employeur, et puis et qui ne connaissent pas le chômage, enfin bref, qui sont libérés du marché du travail. Et puis nous avons un investissement qui est assuré par une avance en salaire. L'assurance maladie avance le salaire des ouvriers, des ingénieurs qui construisent les CHU, qui construisent les outils du matériel médical, les médicaments, etc. C'est le premier exemple que vous avez donné. Il y en a un deuxième. Alors, le deuxième, c'est les services publics. Les services publics, là, prenez les travaux de Haribey, qui montrent très bien comment les services publics sont financés par une création monétaire. Nous sommes à une époque où ce n'est pas Maastricht, c'est pas la monnaie unique imposée à nos États. Nous sommes dans une époque où il y a souveraineté monétaire et par création monétaire, les fonctionnaires sont titulaires d'un salaire qui est versé par le Trésor public, et un salaire qui est jusqu'à la mort. Donc nous sommes vraiment dans les anticipations d'un statut communiste du producteur, où on a un droit politique au salaire jusqu'à la mort. Et ces fonctionnaires produisent sur un mode non marchand des éléments absolument essentiels de la production. Sauf que, évidemment, la religion capitaliste va parler de dépenses, dépenses d'éducation, dépenses d'urbanisme, etc. Alors que c'est des dépenses de santé s'agissant de la sécurité sociale des soins, parce que, évidemment, tout ce qui ne met pas en valeur du capital est considéré comme dépense. Donc, à une échelle, mais considérable, nous avons déjà sorti la production de la logique capitaliste. Alors, ce qui n'a pas été fait, c'est ça, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans le bouquin sur cette question-là, c'est que collectivement, les travailleurs s'estiment en responsabilité de la décision sur ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment le nouveau front pour nous de l'organisation des travailleurs. Ouais, on va en reparler, mais Bernard Vasseur, donc Bernard Friot, c'est un peu ce que vous appelez, à la suite de Karl Marx, le fétichisme. C'est-à-dire que les
travailleurs, les vrais producteurs de richesse, sont invisibilisés. Et parce qu'en fait, il y a une sorte de réalité fantasmatique qui se substitue finalement à leur production. Oui, c'est-à-dire que C'est quoi le fétichisme? Alors, le fétichisme, c'est simplement le fait que dans le monde tel qu'il est, et surtout tel qu'il apparaît, eh bien, le capitalisme se montre en se dissimulant. Par exemple, je prends l'exemple le plus simple, celui du salaire. Vous signez un salaire avec un patron, vous avez le sentiment, il vous fait travailler, vous avez le sentiment que ce salaire, c'est le prix qui vous est donné pour le travail que vous avez accompli. Or, nous savons depuis Marx que c'est... Autrement dit, le rapport salarial qui vous lie à un patron apparaît comme donnant-donnant. C'est égal. Ce qui détermine votre valeur et la valeur de ce que vous produisez. Voilà. Et donc, en réalité, on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe, et que le patronat, lui, ce qu'il a en vue quand il vous fait travailler, c'est le surtravail et donc la survaleur qu'il va pouvoir tirer de ce que vous faites. Et ce qui est important dans l'apport de Bernard, enfin moi ce qui me passionne depuis que je l'ai découvert, et malheureusement à ma décharge, je l'ai découvert tardivement, l'œuvre de Bernard, c'est que il montre très bien qu'il y a du déjà-là communiste au sein du capitalisme qui a été conquis, déjà là communiste, pas le communisme bien entendu, mais déjà là communiste. Or, ce que l'on fait, ce que l'on lit, alors on a mis en question cette idée comment pourrait-il y avoir du communisme au sein du capitalisme, alors que c'est la négation l'un de l'autre. Même des économistes de gauche font oui, parce que la religion et la légende marxiste-léniniste, même sur le sujet, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'îlot de socialisme, d'îlot encore bien moins de communisme au sein d'une société capitaliste. Mais quand vous lisez Marx, quand vous lisez Le Capital, le livre 1, si vous lisez le livre 2 et le livre 3, c'est encore mieux. Mais vous voyez, on voit qu'en réalité, Marx n'arrête pas de guetter des morceaux, des brèches, en quelque sorte, dans la mise en valeur du capital, qu'il n'arrête pas de montrer comment, au fond, peuvent se greffer des luttes et comment peut advenir des éléments qui contredisent la logique capitaliste. Et c'est ça que le déjà-là communiste veut dire. Par conséquent, quand on nous dit « Ah oui, mais le déjà-là communiste, chez Bernard Friot, c'est une vision un peu... » Mais non, pas du tout, c'est chez Marx. Et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le bouquin. Et c'est ce qui fait la différence avec le mantra... le mantra stalinien qui va être imposé par Staline dans le fameux chapitre matérialisme dialectique et matérialisme historique qui va être imposé à tous les militants au cours du XXe siècle, c'est justement cette idée qu'il ne peut pas y avoir. Tout commence par la conquête de l'État. Avant, il ne peut rien se passer. Il peut se passer des petites conquêtes, vous voyez, des petits trucs, des petits trucs de détail, mais il ne peut rien... Or, il peut y avoir, et il y a eu, parce que les luttes de classe ne sont pas restées une longue histoire de défaites parcourues les unes après les autres. Il y a eu des conquêtes, celles qui montrent, et il faut les voir. Il faut voir ces déjà-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout inventer. Parce qu'aujourd'hui, ça rend réaliste la perspective du communisme. Vous comprenez bien, si vous dites, voilà, le communisme, c'est un combat d'avenir. C'est un combat d'avenir. Mais c'est un combat qui n'a encore rien gagné, qui n'a pas commencé. Alors vous dites, c'est un saut dans l'inconnu, et puis que les exemples historiques sont là pour vous dire, c'est pas très yéyé, comme, vous voyez, bon. Alors,
Le stalinisme. Oui, le stalinisme, les Chinois, etc. Bon, alors, si c'est ça le communisme, vous voyez, les gens vous disent, faut peut-être réfléchir, vous voyez, avant de s'engager là-dedans. Mais si vous montrez qu'eux-mêmes l'ont déjà fait à travers, sinon eux-mêmes, leurs parents, l'ont déjà fait sociale. à travers des luttes sociales, des luttes de classe intenses qui ont marqué le XXe siècle, alors du même coup... Et ont enrichi la France et l'ont rendue désirable. Par exemple, Absolument. pendant les Jeux Olympiques, des Américains sont venus et se sont ébahis Oui. devant le système de sécurité sociale. Par exemple, le système, oui, absolument, le système médical, et puis devant aussi la réalité de la société française, qui est extrêmement diverse, plurielle, etc. Tout simplement parce qu'elle est le point où l'Europe finit. Si on prend tout, après le Finistère, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la mer. Bon, voilà. Donc, mais il y a eu, autrement dit, bien des civilisations, des cultures qui se sont mêlées. Et c'est ce qui fait la richesse de la société française. Voilà. Alors, Bernard Friot, vous avez parlé des batailles à venir. Des batailles à venir pour élargir le dégel communiste. Dans votre livre, vous parlez des AMAP, notamment les associations pour une agriculture paysanne. Mais il y en a d'autres. Il y a des fronts qui peuvent être ouverts aujourd'hui dans le monde du travail, qui sont à la portée des travailleuses et travailleurs. Une autre manière de s'organiser qui, dans le rapport de force, les renforcerait par rapport au capital. Bien sûr, il faut saisir toutes les batailles en vue de la conquête de droits, de souveraineté sur le travail. Dans le bouquin, on revient sur la bataille des retraites. Et pour nous, la bataille sur les retraites devrait être l'occasion d'en finir avec les seniors. Les seniors, c'est ceux qui ont... en gros, plus de 45 ans. Comme moi et comme vous. Alors, tu commences à être senior, alors vous commencez à être senior. Quand on s'est connu, je ne l'étais pas encore. D'accord. Encore un effort, camarade. Et donc, vous n'avez plus droit au plan de formation. On vous invite à passer à temps partiel, en CDD, ou à devenir auto-entrepreneur, parce que comme salarié, vous coûtez trop cher. Enfin bref, vous êtes marginalisé progressivement, au point qu'à 60 ans, aujourd'hui, à 60 ans, il n'y a plus que 52% des personnes qui ont un emploi avec un CDI, etc., classique. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une bataille pour les retraites qui assume le conquis ? Parce qu'il faut d'abord avoir le conquis, qui assume le conquis du droit au salaire pour les retraités que crée Ambroise Croizat en 1946, quand il subvertit complètement la sécurité sociale patronale qui existait jusque-là. Il y avait des retraites avant, mais qui étaient « j'ai cotisé, j'ai droit ». J'ai droit à une pension qui va être le différé de mes cotisations. Ça veut dire ça, quelqu'un qui n'a pas d'emploi n'a pas droit au salaire. Le salaire ne peut pas être un attribut de la personne. C'est forcément la contrepartie d'une subordination dans un emploi. Et donc, quand j'ai plus d'emploi, j'ai pas droit au salaire, mais j'ai droit au différé de mes cotisations. Ça, c'est la logique capitaliste de la pension qui s'exerce tout à fait en répartition. D'ailleurs, pas besoin de capitalisation pour ça, puisque la riposte patronale à l'initiative communiste, que je vais rappeler tout de suite, de 1946, la riposte patronale, c'est dès 1947, c'est la création de l'AGIRC, le régime de retraite complémentaire des cadres, étendu à tous les salariés dans l'ARCO dans les années 50, où là, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. On prend toutes mes cotisations, on les transforme en points, et puis quand on prend ma retraite, on transforme les points en euros et on a la retraite. Croizat, il fait tout à fait autre chose. Et c'est un maître de ce que nous avons à faire, nous, aujourd'hui. Il fait tout à fait autre chose. Il supprime tout lien entre les cotisations et le calcul de la pension. On ne tient aucun compte des cotisations dans le calcul de la pension. Le calcul de la pension, c'est, comme dans la fonction publique, la poursuite d'un salaire de référence, celui des 10 dernières années en 1946. Donc, les retraités sont posés comme des travailleurs qui sont enfin titulaires de leur salaire. Ils n'ont pas besoin de quémander leur salaire auprès d'un employeur. Eh bien, refaire le geste de Croizat en supprimant l'Agirc Arrco, évidemment, et les seniors, c'est à 50 ans, on devient titulaire de son salaire. Ce salaire est porté au salaire moyen parce que ça paraît assez légitime qu'à 50 ans, on ait le salaire moyen, qui est de 2 600 € aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui ont un salaire inférieur à 2 600 €, il est porté à 2 600 €.
On ramène à 5 000 euros les salaires supérieurs à 5 000 euros parce qu'on ne voit pas très bien qu'est-ce qui légitime des salaires supérieurs à 5 000 euros. On entre dans une hiérarchie des salaires qui commence à être raisonnable, de 1 à 2 à peu près. Et ce salaire, il peut progresser encore jusqu'à 5 000 euros par des épreuves de qualification, et il peut progresser jusqu'à la mort. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas monter en qualification, Donc, que nous ça, soyons éliminés. un exemple de bataille à mener. Alors, il y en a mais ça d'autres. non, mais ça suffit pas. Ces retraités qui sont enfin titulaires de leur salaire, ils deviennent inlicenciables. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être chargés de s'opposer aux directions, d'organiser l'autogestion dans l'entreprise. C'est ça le point qui est central. Et c'est ça qu'il faut c'est ça le nouveau front, comme je le disais, pour l'organisation collective, c'est d'organiser l'autogestion partout. Et c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à l'autogestion du tout. Aucune de nos socialisations primaires, comme on dit, ne nous a conduit à cela. Donc il y a un énorme travail à faire. Voilà une première proposition. Une deuxième proposition, là aussi macroéconomique, c'est de s'emparer. Et il faut toujours s'emparer des débats publics pour les porter, pour la conquête de droits nouveaux. Bon, nous avons aujourd'hui... C'est extrêmement visible, une nette aspiration à sortir la production alimentaire de l'agrobusiness, pour des raisons écologiques, etc. Bon, cette aspiration se traduit par le fait que des tas de dissidents, on va dire, aussi bien pour la production des biens primaires, le lait, etc., que des biens élaborés, la bière, je ne sais pas quoi, que pour la distribution, des formes de distribution alternatives, que pour la restauration. Nous avons aujourd'hui toute la filière de l'alimentation dans laquelle des dissidents marginaux fonctionnent sur un mode non capitaliste. Eh bien, nous allons... Notamment les fameux AMAP. Alors, les AMAP, mais enfin, c'est assez anecdotique dans l'affaire parce que c'est assez peu de choses, comme le dit la Conf. Mais aussi les crèches des municipales. Vous avez toute la restauration. Vous avez des villes ou des communautés de communes en région parisienne qui font 50 000 repas par jour. Bon, nous pouvons reprendre tout ça en régie publique, d'accord, sortir tout ça de Sodexo et de je ne sais trop quel groupe capitaliste. Et puis, c'est la question là du conventionnement, comme on dit. Ne conventionner pour que nous sommes en sécurité sociale. Il s'agit de mettre en sécurité sociale l'alimentation. La carte vitale, c'est de la monnaie. On achète des soins auprès de professionnels ou d'hôpitaux. Mais on ne peut l'acheter qu'auprès de professionnels conventionnés. Donc, c'est un outil de politique publique énorme. On va donc solvabiliser la population. Je dirais tout de suite comment on finance. On va solvabiliser la population à hauteur, par exemple, de 100 euros par personne et par mois, pour commencer, 80 milliards en tout. On va solvabiliser la population auprès de professionnels conventionnés. Et on ne va conventionner que tous ces dissidents, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va créer pour ces dissidents un marché de 80 milliards qui va les sortir de la marge. 80 milliards, c'est le tiers en gros, de la dépense alimentaire, qui est en gros de 240 milliards. C'est-à-dire qu'on ôte à la grande distribution le tiers de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on met en péril la grande distribution. Du coup, devant leur emploi mis en péril, les travailleurs de la grande distribution vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour être conventionné ? Ah, il faut être propriétaire de l'entreprise. Parce que les critères de conventionnement, c'est évidemment que c'est les salariés qui sont propriétaires. Et eux aussi vont faire dissidence. Mais bien sûr. Alors, est-ce que ça ne va pas se faire en 5 minutes ? Mais c'est toute cette dynamique-là, et c'est ça la vraie réponse au Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national prospère sur des travailleurs démunis, alors qui certes se trompent d'adversaires, mais qui sont, en désignant les immigrés comme adversaires, mais qui sont démunis devant leur travail, qui ont perdu la professionnalité de leur travail, souvent au bénéfice de dispositifs que les managers imposent contre eux. Si c'est pas sur le terrain du travail que nous menons la bataille politique, mais nous nous trompons. Ben justement, je vais poser cette question qui sera peut-être la dernière à Bernard. Comment espérer donc une reprise en main de l'outil de production par les producteurs à l'ère de l'intelligence artificielle ? La révolution industrielle a déjà désapproprié les travailleuses et les travailleurs, et là il y a une révolution de l'intelligence artificielle qui, au fond, nous explique que demain, ce sont les données que nous mettons dans les machines qui vont s'autonomiser et créer de la valeur sans nous. Oui, il y a beaucoup
il y a beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle, à la fois sur ses pouvoirs, sur la dépossession qu'elle pourrait engendrer. Bon. Mais la réalité quand même immédiate, est autre. Vous voyez, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut... Vous m'interrogiez tout à l'heure sur le fétichisme, cette notion que Marx introduit dans l'analyse. Je crois qu'il y a une notion fétichiste à laquelle il faut renoncer et qui est celle de concevoir les inégalités en termes de fortune. Vous voyez, vous reconnaissez que là-dessus, c'est la soupe qu'on nous vend tous les jours. Hein. Les inégalités, elles ont éclaté, elles ont explosé, les inégalités de fortune. Bon. On prend les richesses, mais les richesses, si on les prend une fois qu'elles sont produites, c'est quand même mieux si on les prend là où elles se produisent, ces richesses, c'est-à-dire dans la production, c'est-à-dire là où il s'agit non pas de richesse, mais de valeur. C'est ce que nous apprend Marx, par exemple. Bon. Donc, vous voyez, l'idée de dire il faut s'en prendre, il faut taxer les riches, prendre l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Vous voyez, c'est Robin des Bois à l'heure des GAFAM et de l'intelligence artificielle. Or, on voit bien qu'à gauche, quand même, ce qui est dominant, c'est cette idée de redistribution. On redistribue, c'est-à-dire, on prend l'État. Une fois qu'on a conquis l'État, alors on est en mesure d'en haut d'imposer, de redistribuer un peu l'argent, de corriger par l'impôt, par les taxes, les inégalités nées du marché et du capital. Et ainsi, bon, on sait ça. On sait que, on a l'expérience, on sait que ça ne marche pas. Pourquoi ? Mais parce que si vous, c'est en haut que vous intervenez, dans l'État, par l'appareil d'État, par les ministères, que vous intervenez pour redistribuer l'argent, qu'est-ce qui se passe en bas ? C'est que les dominants sont toujours aux manettes. Ils sont toujours à la direction de l'appareil de production. Et donc, au bout d'un moment, ils disent « Ah, vous voulez nous prendre notre fric ? Eh bien, c'est très bien, on va aller le mettre aux îles Caïmans. On peut le balader dans le monde très facilement, notre argent. Et puis, on peut délocaliser. Comment ? Ou alors leurs amis peuvent reprendre le pouvoir. Oui, après, peuvent reprendre le pouvoir. D'ailleurs, je vous fais remarquer au passage que les expériences de gauche au pouvoir en France sont très courtes. Il faudrait peut-être se demander pourquoi. Regardez, 36, le Front populaire, 38. 45, 47. 81, Mitterrand, 83, 80, 84, vous voyez, etc. Donc, on sait bien que tant que vous ne posez pas la question de qui décide du travail et de la production, est-ce que ce sont les dominants ? Et c'est là qu'ils se font leur richesse considérable, ou bien est-ce que ce sont celles et ceux qui accomplissent le travail, les travailleurs. Donc c'est cette idée de souveraineté sur le travail qui est au cœur de la pensée communiste. Et nous disons que c'est là, effectivement, qu'on peut marquer des points et créer une dynamique qui a déjà été enclenché. Donc tout n'est pas à inventer. Malgré la perte du pouvoir de la gauche après 47. Absolument, qui s'est poursuivi. Alors, et qui peut aujourd'hui se continuer en se gagnant sur le terrain, dans les entreprises, dans les localités, etc. Et qui pose sans doute à un moment la question d'institutionnaliser ce qu'on a conquis pour que ça demeure valable et obligatoire pour tous. Donc qui pose bien à un moment la question de l'État. Mais ce n'est pas par l'État que ça commence. Ça commence par des conquêtes dans le monde du travail, et en particulier par l'idée qu'il faut donner la vraie solution au problème du travail, c'est justement de faire en sorte que les travailleuses et les travailleurs aient envie et considèrent comme un besoin essentiel pour eux de diriger le travail qu'il est. En gros, si vous voulez, on vous dit aujourd'hui dans la France, notre France démocratique, vous êtes souverain. Vous êtes souverain, c'est vous, citoyens, qui élisez vos dirigeants.
Mais vous êtes souverain tous les jours? Qu'est-ce qui fait qui vous conduit à vous lever à 5 heures tous les jours le matin? C'est quoi? C'est le travail. Et là, vous êtes souverain? Non, vous êtes soumis. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société où, d'un côté, on vous proclame de partout, démocratie, le pouvoir du peuple, vous êtes souverain, et en même temps, ce qui vous motive, ce qui vous met en mouvement tous les jours en vous obligeant à vous lever tôt le matin, c'est un travail où vous êtes soumis. Voilà une contradiction qu'il faut à tout prix travailler à affronter et à dépasser. Et c'est le sens de notre combat. Mettre le travail au cœur d'une définition nouvelle de la citoyenneté. On ne peut pas être citoyen en élisant ses dirigeants une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, si on n'est pas en même temps citoyen sur ce qui vous occupe tous les jours, c'est-à-dire sur son travail. C'est ce que vous expliquez dans ce nouvel ouvrage paru à la Dispute, Le communisme qui vient, Bernard Vasseur, Bernard Friot. Merci à vous et merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.